Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle, ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques infos, deux infos. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit en fait tout simplement du lanceur d'alerte principal lors de l'audition du Congrès. Et donc, on va voir tout de suite ce qui s'est passé parce que il y a eu des révélations de fait à propos en fait de la personne, mais vous allez voir comment ça s'est fait et je vais donner en fait mon avis et mon décryptage vis-à-vis de cette information. Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant en fait ce qui se passe actuellement et ça tente à crédibiliser justement les dires donc de David Grosh, du lanceur d'alerte principal, celui qui fait en fait les révélations les plus impressionnantes, les plus extraordinaires. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors il s'agit au départ, on va partir de là. Sur News Nation, le dénonciateur d'OVNI David Grosh dit que ces dossiers de santé ont été divulgués. Donc David Grosh a affirmé que le gouvernement avait un programme de récupération d'OVNI, etc., etc. Ça, on le sait. Et donc voici en fait ce qui s'est passé. Alors l'interview de David Grosh a attiré l'attention internationale. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Grosh donc a déclaré qu'il avait appris que The Intercept, donc voilà, on va regarder après le site The Intercept, avait l'intention de publier un article qui met en lumière les luttes antérieures qu'il avait eues avec des troubles de stress post-traumatique. Alors, c'est-à-dire qu'il a été en Afghanistan. Il a eu des troubles post-traumatiques comme beaucoup de soldats. Et d'ailleurs, je note, par contre, ça c'est clair pour sa défense, qu'il en parle dans l'interview justement. Il souhaite en fait que les vétérans aient un suivi concernant ces troubles post-traumatiques. Et d'ailleurs, il le déclare très bien. Donc, le chagrin, la dépression, en particulier les incidents 2014 et 2018. Donc, le journaliste Coulthard pense que quelqu'un dans la communauté du renseignement a divulgué le dossier médical de Grosh. Donc, une ordonnance de détention temporaire a transféré dans une unité psychiatrique et un programme d'hospitalisation qu'il a reçu. En fait, il a été dans une unité psychiatrique, donc ça c'est normal, hein, c'est tout à fait normal sur les stress post-traumatiques. Il a eu un programme d'hospitalisation, ça c'est tout à fait normal. C'est un document qui, si les médias avaient fait ce qu'il fallait, se trouverait dans le dossier de son service de police au bureau au shérif du comté, a déclaré Coulthard. Donc en fait, il y a quand même un retour en fait de News Nation, une nouvelle position, parce qu'au départ, c'était véritablement les renseignements qui étaient accusés. Alors qu'effectivement, le dossier se trouve, peut être en fait tout à fait visible. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses directes et indirectes par rapport au renseignement. Moi, je vais donner mon avis là-dessus. Donc, Coulthard a poursuivi. Dev a vérifié aujourd'hui parce qu'il supposait que le journaliste avait fait ses devoirs et venait de demander les fichiers au shérif local. Le shérif a confirmé que cela ne venait pas de lui. Le seul autre endroit qui disposait de ces informations est la communauté du renseignement. Alors là, on voit en fait les dires du shérif. Au cours de son entretien avec Coulthard, le dénonciateur d'OVNI a fourni volontairement les informations sur son problème de santé mentale. Et ça, c'est vrai. Il l'avait dit d'abord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je lui ai demandé s'il y avait des saletés que quelqu'un pourrait traiter pour essayer de le discréditer. Et, il a à peine pensé que cela valait la peine d'être mentionné, mais il a reconnu qu'il avait souffert du SSPT, c'est-à-dire un syndrome de post-traumatique, à son retour d'Afghanistan. Ça, ce qu'ont tous les soldats, enfin ce qu'ont beaucoup de soldats, il y a eu beaucoup de soldats pendant les périodes de guerre, et des syndromes post-traumatiques qui ont existé d'ailleurs dans toutes les guerres, tout simplement. Dev donc a servi son pays avec honneur et distinction, il a été honoré. Donc dans sa propre déclaration, Grosh a déclaré qu'il avait eu du mal avec son retour d'Afghanistan et la perte d'un ami. Voilà, donc il a perdu un ami
apparemment qui se serait suicidé au téléphone. Voilà, donc qui était à l'époque dans le commandement des opérations spéciales de l'Air Force, s'est suicidé peu de temps après notre dernière conversation, a déclaré Grosch. Je suis fier d'être transparent sur cette question et je suis heureux d'avoir reçu l'aide dont j'avais besoin pour poursuivre ma carrière dans le renseignement. Avec les informations de Grosch ouvrant de syndrome post-traumatique, le ministère de la Défense a autorisé Grosch à conserver son habilitation de sécurité. Alors, vous allez voir l'article d'Intercept, c'est vraiment quand même, c'est vraiment sale. C'est vraiment sale. Et on sent derrière, je ne sais pas qui est Intercept. J'ai posé la question d'ailleurs au journaliste qui avait publié l'article sur Twitter. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir la phrase. Enfin, je lui pose une question, voilà, tout simplement. Mais il n'y répond pas apparemment. Puis il y a une autre personne non plus qui répond pas. Donc, Grosch a dit à Coulthard que les syndromes post-traumatiques ne l'affectent plus, que cela n'a pas eu d'impact sur l'information qu'il a fournie sur les ovnis. C'est vrai que je vois pas le rapport. Donc Coulthard pense qu'il devrait y avoir une enquête sur la façon dont les dossiers de Grosch ont été partagés. Que quiconque cherche à utiliser la souffrance des anciens combattants, et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ce qui s'est passé a eu l'effet inverse. En fait, l'effet devait décrédibiliser le personnage, en fait, ça l'a complètement rendu encore plus crédible. Et de plus, il y a la communauté des vétérans qui le soutient. Et ça, c'est pas bon du tout quand la communauté des vétérans vous soutient, quand vous êtes journaliste et que vous essayez de discréditer un camarade vétéran, c'est pas bon du tout. Il faut savoir que la communauté des vétérans, c'est un lobby. C'est un lobby très puissant. Il y a beaucoup d'organisations de vétérans, d'anciens vétérans. Donc il y a des soldats, des sous-officiers, des officiers du renseignement, Air Force, Marine, etc. Et donc, c'est pas bon ce qu'ils ont fait en fait. C'est pas bon parce qu'ils vont se reprendre un retour de bâton. D'ailleurs, ça, vous allez voir, il y a eu déjà un retour de bâton déjà de la sénatrice Céline Grande, je crois. On va regarder ça tout à l'heure. Donc voilà, a déclaré Coulthard, il devait y avoir une enquête sur la façon dont un dossier sensible comme celui-ci a été si manifestement divulgué au sein de la communauté du renseignement pour tenter de discréditer un être humain bon, voilà, quelqu'un de bien. Donc Grosch, un ancien officier de l'Air Force, responsable du renseignement, récemment témoigné devant le Congrès, etc., etc. Donc voilà. Alors on va revenir maintenant à l'article donc original. Il s'agit donc sur le site Intercept et c'est signé par un certain Ken Klippenstein. Donc d'ailleurs, j'ai répondu sur Twitter. Il m'a toujours pas répondu. J'ai posé une question. Mais il semble qu'il ne réponde pas. Donc un dénonciateur d'OVNI a conservé son habilitation de sécurité après une détention psychiatrique. Alors déjà, c'est une détention psychiatrique. Alors une détention psychiatrique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le type a été enfermé dans une chambre avec une camisole de force, dans une chambre capitonnée. Déjà, ça salit le personnage déjà. Donc le type mélange en fait ce que Grosch dit et bien sûr l'habilitation de sécurité. Il faut savoir que s'il avait vraiment été gravement malade au niveau psychiatrique, on ne lui aurait pas donné les habilitations de sécurité et les accréditations d'accès. On ne lui aurait pas donné. Parce qu'on ne donne pas à quelqu'un qui est dérangé psychiquement ce genre d'accréditation. On ne le donne pas. D'accord, c'est extrêmement dangereux parce que quelqu'un qui est dérangé et qui connaît en fait tout simplement des éléments importants, même des éléments concernant la sécurité nationale, la défense, etc. En dehors, je parle bien en dehors des phénomènes aériens non conventionnels, en dehors de ça, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux parce qu'il peut très bien donner des éléments militaires à la Chine, à la Russie, où il peut déclarer ça directement en donnant tous les plans à tout le monde. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est psychiatriquement atteint peut faire n'importe quoi. On ne sait pas. Donc voilà. Donc je suis pas psychiatre, mais bon, je doute que quelqu'un qui a atteint gravement psychiatriquement soit vraiment clair avec lui-même et avec les autres. Donc il marque en fait, il écrit plutôt ce que Grosch a été. Alors il considère que les habilitations de sécurité du type de Grosch sont soumises à des exigences strictes. Bah oui, justement, c'est ce qui contredit son propre article.
parce que le niveau d'exigence strict, il faut avoir un comportement tout à fait normal, hein, un cerveau qui fonctionne bien, une psychologie qui fonctionne bien. Il faut vraiment quelqu'un d'opérationnel, hein, ce qu'ils appellent opérationnel. Donc notamment en ce qui concerne les épisodes psychologiques et les problèmes de substance, Grosch a utilisé son autorisation de haut niveau pour renforcer sa crédibilité, déclarant au comité: j'ai autorisé à littéralement tous les compartiments concernés dans une position de confiance extrême dans mes capacités militaires et civiles. Donc il a utilisé, bah oui, il a utilisé ses accès, mais ça c'est normal. Mais les dossiers de police obtenus par The Intercept en vertu de la Virginia Freedom of Information Act relèvent que le 1er octobre 2018, Grosch a été interné dans un établissement de santé mentale sur la base en partie d'un rapport sur lequel il aurait fait une déclaration suicidaire après que la femme de Grosch lui ait dit qu'il était alcoolique et a lui suggéré d'aller chercher de l'aide. Le mari a demandé au plaignant de le tuer, déclarant un rapport d'incident de la police produit par le shérif du comté de London. Et il était très en colère, les armes à feu sont enfermées, etc. Grosch n'a pas répondu à une demande du commentaire envoyé par email via son avocat. Alors effectivement, c'était quelqu'un sûrement qui a été atteint d'un syndrome post-traumatique. D'ailleurs, il l'a bien déclaré. Il avait d'ailleurs déclaré dans l'interview, enfin qu'il avait des problèmes, qu'il avait eu des problèmes. Donc, ce qui est quand même complètement hallucinant. Donc, c'est quand même hallucinant comment on étale des problèmes liés à ces syndromes post-traumatiques, où il aurait pu très bien prendre de l'alcool à une certaine époque, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, les soldats qui reviennent de guerre sont soignés, ne sont pas peut-être assez pris en charge aussi, hein. D'ailleurs, elle l'explique presque dans l'interview. Donc, bien que les noms soient expurgés, les documents décrivent un mari, une femme dans une maison. Alors, il explique même sa vie personnelle. Alors, franchement, comme article, c'est quand même très sale, hein. C'est quand même très sale et ça décrédibilise déjà le personnage, mais ça décrédibilise aussi le Congrès et les sénateurs, hein, directement. Donc, vous pouvez lire l'article, mais vous allez voir, ça mélange un petit peu tout, en fait, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que, en plus, il parle même de Roswell, etc. Enfin, c'est une espèce de mélange qui est un peu étrange. Et ce que je trouve véritablement étonnant, c'est la méthode employée. Et donc vous allez voir, il a répondu forcément sur Twitter, et moi j'ai répondu, je lui ai posé une question qu'il n'a toujours pas répondu. Alors on va regarder ça tout de suite, après on va passer par le Daily Mail. Alors là, il est là, hein. Alors là, il dit, je vais traduire: le dénonciateur d'OVNI m'accuse d'utiliser des dossiers médicaux confidentiels qui m'ont été divulgués par la communauté du renseignement. Chaque partie de cela est fausse. J'ai utilisé les dossiers de la police accessible au public que j'ai obtenus en vertu de la FOIA. Ok. D'accord. Il les a obtenus, mais il les a obtenus comment? Et donc, moi, j'ai répondu, vous allez voir, quel est le but de discréditer une personne à l'heure? Et il m'a pas répondu. Et il n'a pas du tout répondu à ma question, parce que il y a un truc que je comprends pas. Il a fait une recherche. Donc le journaliste a fait une recherche sur la santé mentale de David Grosch. Je suis d'accord. Et comment se fait-il qu'il en est arrivé là? C'est-à-dire, au point où il a été chercher directement les dossiers, etc. Pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que la CIA est derrière. Alors, la CIA est derrière, directement ou indirectement. Mais il est possible que la CIA ne lui a pas donné les dossiers, mais il est possible que quelqu'un qui est membre du renseignement a donné les dossiers. Donc, c'est-à-dire, lui a dit que les dossiers étaient là. Donc, si tu veux fouiller, par exemple, si tu veux discréditer David Grosch, bah écoute, va fouiller dans ce placard-là, va fouiller dans ce tiroir-là, tu vas voir, tu vas trouver des documents sur lui, etc. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est déjà ça, déjà. Et c'est en même temps, et d'ailleurs, je réponds à quelqu'un d'autre, on va regarder tout de suite, c'est à Kaltin Johnson. Donc, elle dit, la News Nation, le média qui a joué un rôle clé en diffusion du récit actuel sur les ovnis, a publié une rétractation étendue après avoir apporté à tort que les services de renseignement américains avaient divulgué des informations sur la santé mentale d'un lanceur d'alerte ovni. Donc, ok, alors moi j'ai forcément répondu à madame, donc je lui ai dit, public ou pas, en ce qui concerne les informations, les diffuser, sinon pour discréditer une personne.
Donc, quand on diffuse ce type d'information, je vois pas pourquoi on l'a mis sur les tabloïds. Je vois pas le truc de vouloir faire ça. Pourquoi discréditer le gars qui est en fait au centre d'une affaire de lanceur d'alerte voilà, sur la question des phénomènes aériens non conventionnels. Et je trouve ça véritablement étonnant, mystérieux, mais je pense qu'à mon avis, et j'en mettrai ma main à couper, que c'est quelqu'un, des renseignements, qui lui a dit que les dossiers étaient là. Donc c'est effectivement une participation indirecte des renseignements sans qu'elle soit foncièrement directe. Sans que en fait, le renseignement ait envoyé l'ensemble du dossier au journaliste. Donc, le but de la manœuvre, c'est qu'en fait, ce monsieur, Klimperstein, participe à la décrédibilisation donc du personnage, mais participe à la décrédibilisation en même temps du Congrès et à la décrédibilisation des sénateurs qui justement prennent à bras le corps ce genre de problématiques. Et c'est ça qui est étonnant. Mais ça a été un retour de bâton, très violent, et on va voir tout de suite pourquoi. Donc, on regarde sur le Daily Mail, un dénonciateur d'OVNI affirme que le gouvernement tente de divulguer des dossiers médicaux dans le but de salir sa crédibilité. Après son témoignage a été critiqué par le chef du bureau. Alors, il mélange tout. Il mélange en fait la critique du témoignage, la critique de Kirkpatrick, de Laro, et il mélange en même temps le problème lié justement aux dossiers médicaux. Donc, il mélange les deux en fait. Mais quelque part, ce sont deux attaques simultanées qui vont vers le lanceur d'alerte et qui essaient en fait de décrédibiliser l'ensemble de cette affaire, tout simplement. Donc, alors, on va regarder tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il dit Grosch pense maintenant que le contre-coup de son témoignage de la part des responsables s'est étendu davantage. La publication de l'article présumé étant censé de faire connaître ses luttes contre les syndromes de post-traumatique. En fait, le chagrin et la dépression. Bah oui, il en a parlé. Pour lui, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps chez nombre de soldats qui reviennent d'opérations. Et donc, il faut absolument que le gouvernement s'en occupe voilà, plus fortement, avec des moyens plus importants, etc. Donc, effectivement, Coutard, qui a précédemment interviewé Grosch, a déclaré que les informations sur les problèmes personnels du responsable du renseignement n'auraient même pas dû être disponibles. Mais c'est vrai, c'est quand même bizarre quand même qu'un type, alors on parle de loi de FOIA, là, on parle de cette fameuse loi là, mais cette fameuse loi là quand même s'applique à quelqu'un qui a certains niveaux d'accréditation et certains accès. Donc je ne comprends pas qu'un dossier d'un personnage comme ça, qui a autant en fait de responsabilités, qu'un dossier puisse comme ça être accessible au public. Je n'arrive pas à comprendre ça. Dans le domaine du renseignement, pour moi, puisque c'est un peu mon dada, c'est vraiment hallucinant. Parce que tout se fait en interne, en fait. Dans le domaine du renseignement, c'est cloisonné. Hein, le domaine du renseignement, c'est quelque chose d'opaque. C'est cloisonné. Quand un agent spécifique, ça peut être un agent secret, ça peut être un agent du renseignement, un agent militaire, etc., quand il a des problèmes, c'est traité en interne. On ne prend pas un dossier médical, on ne le met pas dans un bureau du shérif et on ne le classe pas selon une loi où on peut avoir accès à ce dossier. Normalement, c'est traité en interne, c'est traité en interservice, hein, dans un procédé interservice. Donc je ne comprends pas, et là je suis d'accord avec le journaliste Coulthard, qu'on puisse avoir accès à ce type de renseignement pour un personnage qui a autant de responsabilités, autant d'accès et autant d'accréditation. Voilà, donc il faut se poser la question déjà. Donc il a déclaré que Grosch supposait que les journalistes qui avaient obtenu les fichiers les avaient obtenus dans un bureau du shérif, mais affirme qu'ils ont confirmé que la fuite ne provenait pas d'eux. Donc il y a en fait, à mon avis, il y a soit une diffamation, soit le dossier a atterri dans le bureau des shérifs, mais franchement, je suis quand même étonné. Parce que même si je le dis un peu au début, que c'est une loi qui donne accès à des dossiers médicaux, moi je sais pas, les dossiers médicaux normalement c'est confidentiel, hein. En France c'est confidentiel. Alors
Il y a une loi, apparemment, il y a différentes lois aux États-Unis, hein, c'est pas la France, mais, mais bon, à ce niveau, c'est confidentiel, c'est traité en interne, les problèmes médicaux sont traités en interne, hein, ce qui est logique, du fait de la position de la personne, voilà, tout simplement. C'est pas un citoyen lambda, hein, c'est pas le boulanger du coin, hein, David Grosch. Hein. Donc, le seul autre endroit qui disposait de ces informations était la communauté du renseignement. La communauté du renseignement l'a divulgué, selon Coulthard. Donc, The Intercept a contacté pour commenter la fuite présumée. Donc, Coulthard a ajouté que lorsqu'il s'est assis avec Grosch, il a admis des problèmes de santé mentale, moi je m'en souviens très bien, qui n'ont jamais été jugés suffisamment graves pour que le responsable de renseignement retire son habilitation de sécurité. Ben, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Il est pas possible qu'une personne qui est atteinte psychologiquement, gravement, on lui laisse ses accréditations, ses accès. Non, c'est pas possible. Là, c'est de l'amateurisme, c'est pas possible. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas d'amateurisme. À ce niveau-là, c'est pro. Voilà, c'est très pro, c'est très carré. Voilà, vous touchez quand même des domaines de renseignement qui sont ultra sensibles. Vous faites pas n'importe quoi. Donc ça, c'est n'importe quoi en fait ce qui a été raconté. Là, c'est clair. Alors, je vais m'arrêter là pour cet article. Je vous conseille quand même de lire l'article. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la vidéo. Donc le lien de Intercept, qui est franchement un article, on croirait presque l'article d'un journal comme Voici quoi. Et donc l'article du Daily qui est assez intéressant. Personnellement, moi j'ai donc comme vous avez vu, j'ai posé les questions, etc. Et on m'a pas répondu, voilà tout simplement. Donc pour moi, je vais donner mon avis et après vous en ferez en fait ce que vous voulez, bien sûr. C'est mon avis personnel. Pour moi, c'est la CIA, mais donc indirectement qui a prévenu le journaliste qu'il y avait des dossiers accessibles. Mais je suis étonné que ces dossiers soient accessibles publiquement. Donc, est-ce que la CIA n'a pas fait en sorte de rendre ces dossiers accessibles publiquement selon la loi FOIA, alors qu'ils ne l'étaient pas, et a permis aux journalistes d'aller les chercher, tout simplement. Mais derrière, il est clair que c'est pas le journaliste tout seul. Parce qu'en plus, on a eu un autre site là qui est rentré dans la bataille. Le site, il a déclaré, alors j'ai pas pris, j'aurais dû aller dessus. Le site a déclaré que de toute façon, il faisait son enquête et il saurait qui a donné ces fameuses informations. Donc c'est quelqu'un qui est membre du renseignement. Sachant que on a eu, vous allez voir, la sénatrice Gillibrand. Alors, on va regarder tout de suite. Vous allez voir. Alors non. Là, ouais, Gillibrand, donc voilà, la sénatrice Gillibrand, il est temps pour une commission, donc une commission d'église, du moins une commission se réunissent plutôt sur la CIA, sur le CIA. Ils sont voyous, donc elle traite la CIA de voyous. Mais dans l'histoire de la CIA, c'est ce qu'on retrouve avec David Grosch, c'est tout à fait classique. En fait, c'est assez classique. La CIA, intéressez-vous à la CIA tout au long de son histoire, depuis qu'elle est née, sur le Watergate, sur l'Irangate. Elle est née en fait après un peu l'Irangate. Elle a été structurée après l'Irangate. Et regardez les affaires de la CIA, c'est vraiment très sale. C'est vraiment très très sale. Ils sont vraiment tout le temps dans les sales coups. C'est pas que du cinéma. Hein. Souvent on voit dans le cinéma, mais non, ils sont vraiment dans les sales coups. Plusieurs historiens spécialistes de la question, anciens agents de renseignement, ont écrit beaucoup dessus. Il y a eu pas mal de livres là-dessus. C'est vraiment une sale agence. Je peux vous le dire qu'au niveau géopolitique, géo-international, etc., c'est une sale agence. Mais ça ne m'étonne pas, la méthode qu'ils emploient, ne m'étonne guère. Parce que la CIA a toujours essayé d'attaquer les personnes en les décrédibilisant soit sur des problèmes de folie, soit sur les morses. Et ce qui est marrant, c'est l'analogie qu'on peut faire avec les méthodes soviétiques. Et justement, c'est ce que j'écrivais sur Twitter. L'analogie est exactement la même que les méthodes soviétiques à l'époque des opposants soviétiques, où en fait on les traitait de fous. Et c'était comme ça qu'en fait on discréditait la parole d'un opposant pendant les régimes communistes du bloc de l'Est. Pour discréditer un opposant, on disait qu'il était fou ou qu'il avait des morses. Alors vous avez par exemple un peu plus ancien, vous avez le régime nazi. Alors, le régime nazi, c'était sur les morses.
par exemple, pour attaquer un opposant au régime hitlérien, etc. Alors forcément, on l'enfermait, etc. Mais les opposants, etc., on disait qu'il avait des morses un peu bizarres, des morses immorales, etc. On fouillait dans sa vie privée, etc. Où on fabriquait des dossiers aussi. Alors en Russie, l'Union soviétique a fabriqué beaucoup de dossiers. Et je pense que le dossier n'est pas fabriqué, même si le site Intercept exagère forcément en disant qu'il a été en détention psychiatrique, etc. Enfin, on a l'impression que ce que je disais tout à l'heure, qu'il avait une camisole de force avec une chambre capitonnée. Mais il faut savoir que la méthode, c'est exactement la méthode de décrédibilisation pour viser une personne, la folie ou les morses. D'accord. Donc, c'est signé, à mon avis, la CIA indirectement, mais ils sont quelque part dans cette histoire. Donc, la sénatrice Gillibrand l'a bien vu. C'est des méthodes de voyous, mais bon, regardez l'histoire de la CIA, vous allez voir, c'est des véritables méthodes de voyous. C'est incroyable, cette agence, c'est incroyable. Cette agence qu'elle a fait de par le monde depuis qu'elle est née. Donc voilà donc pour la CIA, qui est un peu un gouvernement, un État dans un gouvernement. Et donc on voit tout simplement donc ce qui s'est passé donc pour David Grusch. On voit qu'en fait le but c'est de décrédibiliser l'ensemble. Alors Grosch a répondu forcément par une lettre qui est tout à fait visible, que vous pouvez aller voir. Donc c'est tout à fait intéressant. Et il explique en fait, il a répondu au dire du journaliste, il a répondu au dire de ses antécédents médicaux, etc. Mais de toute façon, si vous vous rappelez, il avait déclaré que de toute façon, lors du congrès, que de toute façon, il avait déjà eu des répercussions, mais qu'il en aurait encore. Donc, et c'est pas fini à mon avis. On va essayer de fouiller un peu plus, on va essayer de casser en fait le personnage. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout au début de mon intervention. Ce que je disais, c'est que ça a l'effet inverse. Et en fait, ça a créé une sorte d'effet boomerang, si vous voulez. Et cet effet boomerang est intéressant parce que du coup, il renforce du moins les dires de David Grusch. Et il crée une coalition en fait où se trouvent en fait des vétérans, des associations de vétérans qui le soutiennent, des membres du Congrès, des membres du Sénat, des journalistes, et vous avez toute la population. Donc du coup, une partie de la population. Alors ceux qui se sont engouffrés dans la brèche, ce sont les sceptiques qui ont. Alors je trouve que les sceptiques américains, ils s'embarrassent pas, ils prennent pas de gants. S'ils peuvent décrédibiliser l'étude des phénomènes aériens non conventionnels, ils prennent n'importe quoi, tout ce qu'on leur donne. Et là, ils ont pris justement l'aspect médical, etc. Ils n'ont pas hésité, quoi. Et d'ailleurs, j'ai même répondu à un sceptique. Je lui ai posé la question, même type de question, en disant pourquoi diffuser cette information sinon décrédibiliser la personne. Lui, il m'a pas répondu non plus. Donc, un célèbre sceptique américain. Donc c'est facile. C'est facile de rentrer dans la brèche. Les sceptiques rentrent dans la brèche avec une certaine lâcheté. Je dois dire que c'est une certaine lâcheté parce qu'on utilise justement ce genre de dossier pour décrédibiliser cet aspect de cette étude, puisque les sceptiques c'est directement il n'y a pas d'OVNI, il n'y a pas d'étude à faire, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment lâche. Et là, c'est vrai qu'ils n'ont pas pris de gants. Et j'ai été voir sur Twitter, j'ai regardé tous les comptes, etc. C'est vrai qu'ils prennent pas de gants. Mais du coup, ça a l'effet, ce que je disais, ça a l'effet inverse. Du coup, là, alors vous avez les fanatiques d'OVNI qui s'en prennent aux sceptiques assez violemment. Vous avez le journaliste donc à l'origine de l'article qui a été carrément menacé. Bon, c'est vrai qu'il y a les fanatiques d'OVNI aux États-Unis. Il y a quand même des grands malades, comme un peu partout en fait, tout simplement, des fanatiques. Et donc, effectivement, mais il faut débattre avec une argumentation et poser plutôt les bonnes questions. Moi, j'ai essayé de poser la bonne question, en fait, en disant pourquoi diffuser l'article, autre si c'est pour décrédibiliser la personne. Quel est le but? Quel est le but? Donnez-moi le but. Pourquoi mettre cet article sur les tabloïds? Voilà, et pas de réponse. Et donc, ils ne répondent toujours pas, personne ne répond. Donc, on connaît l'affaire, c'est exactement ça. Donc, voilà pour cette affaire
David Grush, donc qui est sûrement victime d'une sorte de ciblage, on va dire entre guillemets, hein, il est ciblé. Et puis on reviendra de toute façon sur cette affaire probablement. Voilà, donc une autre info, et c'est une info qui est intéressante. Il s'agit du site Politico. Alors j'en ai déjà parlé du site Politico concernant cette affaire. Alors je vais agrandir un petit peu l'image pour que ça soit un petit peu plus visible. Voilà, pour tout le monde. Ouais, voilà. Donc la hotline de signalement d'OVNI est MIA. Donc le témoin disent qu'ils sont frustrés et se sentent obligés de se tourner vers le Capitol Hill ou des groupes extérieurs pour raconter leur histoire. Alors en fait, il y a un site à la base, il devrait y avoir une hotline de signalement. Et ben, elle n'est pas accessible. Il doit y normalement avoir une plateforme internet, donc un peu à la manière du GIPAN, mais une plateforme internet où les gens vont pouvoir témoigner. Voilà, le citoyen, les pilotes, etc. Donc, comme dit le site Politico, donc cet article date du 10/8/2023, donc il n'est pas vieux. Il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse mail, même pas de site web. Il n'y a rien. Donc rien pour la Haro. Plus d'un an après, le Pentagone a lancé un bureau pour enquêter sur les observations OVNI. Il n'y a toujours pas de hotline permettant aux pilotes et autres de signaler directement les objets mystérieux aux enquêteurs. Donc certains témoins disent qu'ils sont frustrés et se sentent obligés de se tourner vers Capitol Hill ou des groupes extérieurs pour raconter leur histoire. Donc des groupes extérieurs, des associations, le MUFON, etc. Donc d'autres disent que cela décourage de tenter de signaler de tels incidents parce qu'ils craignent des récriminations s'ils signalent ça à la FAA. Bah oui, ou aux superviseurs militaires. Bah oui, tout simplement parce que les pilotes, ils vont pas aller à la FAA. Tout simplement que la FAA, si ils voient des objets non conventionnels, enfin des phénomènes aériens non conventionnels dans le ciel, la FAA va retirer leur licence, ou va les menacer, ou va les mettre complètement au placard. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant des décennies, nombre de pilotes n'ont pas témoigné uniquement anonymement auprès de certaines associations ou de structures indépendantes comme le NARCAP aux États-Unis. Ils ont témoigné anonymement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de la FAA, tout simplement, ou dans le domaine militaire, au superviseur militaire. Il y a une immense quantité de données qui pourraient être collectées là-bas auprès des pilotes de l'aviation générale, de l'aviation commerciale, donc civile, qui ont peur de se manifester à ce stade, a déclaré Chris Van Voorhis, un pilote de ligne commerciale, qui dit qu'il voit régulièrement des orbes autolumineux hauts dans l'atmosphère volant dans d'étranges formations. Van Voorhis a déclaré qu'il ne les avait signalés par aucun canal officiel car les méthodes pour les faire sont si opaques. Voilà, donc je parlais d'opacité, hein, voilà. Donc on retourne vers l'opacité du domaine des renseignements, du domaine du témoignage, quand il s'agit en fait d'aller vers une structure officielle. Je ne suis même pas sûr de ce qu'ils sont, pour vous dire la vérité, a-t-il déclaré, et même s'il devait signaler les incidents, il pense que cela tomberait dans l'oreille d'un sourd. Donc les problèmes de signalement mettent en évidence les tensions liées à la collecte de données sur les phénomènes anormaux dits non identifiés. Les pilotes inquiets de ne pas être pris au sérieux s'abstiennent de dire quoi que ce soit. Cela signifie que les informations qui pourraient identifier les objets comme bénins, comme des outils de surveillance étrangers, ou peut-être même quelque chose, on va dire, extraterrestre, ne sont tout simplement pas dans le système et peuvent ne pas être l'être pendant un bon moment. C'est-à-dire que les dossiers ne sont pas enregistrés, donc ne sont pas dans le système de contrôle, les systèmes de surveillance justement de ce genre de données, de ce genre aussi de service qui doit s'occuper de ça. Donc le bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines, donc la HARO, qui a été lancé par l'administration Biden en juillet 2022 pour enquêter sur les observations du IP, a fait des progrès ces derniers mois pour mettre en place des canaux internes permettant aux membres de services de signaler de tels incidents. En mai, les services militaires et le commandement géographique des combattants ont pour la première fois normalisé le rapport UAP. Donc, ils ont normalisé un rappeur. Ouh là là, ils ont normalisé un rappeur. Oh là là, ils ont beaucoup travaillé. Et ont exigé, alors c'est un peu ironique, hein, et ont exigé que les informations soient transférées à l'ARO, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Susan Goog, dans un mail. Vous vous rappelez le fameux mail ? Je vous avais parlé du mail, regardez mes anciennes vidéos, j'en parle de Susan Goog. Et j'en parle justement dans la vidéo concernant l'article de Thibaut Canuti sur les opérations Psyop. Donc voilà
Donc voilà, on reprend. Donc justement, la FAA documente également les observateurs du AP à chaque fois qu'un pilote les signale à une installation de contrôle de trafic aérien selon un communiqué de l'agence. Si l'incident est corroboré par des informations complémentaires telles que les données radar, la FAA le partage avec l'ARO. Mais cela n'a pas encore été suffisant pour contrer les soupçons de ceux qui ont été témoins de phénomènes étranges. En fin de compte, il y a des soupçons. Il y a des soupçons sur le fait qu'ils ne veulent rien faire, enfin du moins pas faire grand-chose. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, parce que ça concerne l'intrusion, la sécurité des voies aériennes, la sécurité nationale, la sécurité dans son ensemble, tout simplement, puisqu'il s'agit en fait tout simplement d'un phénomène qui est présent dans le ciel, dans leurs espaces aériens, sachant qu'il y a un espace avec des frontières, une terre avec des frontières, mais l'espace aérien c'est aussi une frontière. Donc c'est étrange qu'ils fassent si peu de choses. Donc à la suite des accusations explosives d'un dénonciateur, selon lequel le gouvernement américain dissimule un programme de plusieurs, voilà, etc., etc. Donc le Pentagone a dans le même temps a encouragé donc les témoins à présenter toute information liée à l'effort d'enquête sur les PAN, mais n'a pas encore fourni le moyen public de le faire. Bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc le site web est encombré par des formalités administratives du Pentagone. Il est toujours en cours de développement. Je sais pas, ils n'ont pas d'ingénieur, ils n'ont pas de webmaster, enfin je sais pas. Après que des responsables ont soumis une première version à la sous-secrétaire à la défense, Kathleen Hicks, pour un examen avant Noël, a déclaré Gog, la célèbre experte en psyop. Donc les mécanismes de signalement existants ne reçoivent que 2 ou 3 rapports par mois, a déclaré le lieutenant Ryan Graves, le premier pilote militaire en service actif à faire part de son expérience en voyant en UAP en 2018. Grave a récemment fondé un groupe, bon, à but non lucratif, ça on le sait. Grave a déclaré qu'il recevait lui-même le nombre de rapports tous les 2 jours. Donc lui, il a créé donc une structure associative qui est chargée en fait de recueillir des témoignages de pilotes. C'est intéressant parce que lui-même a été pilote de F-18. Donc c'est extrêmement intéressant parce que lui il a des liens directs avec le monde militaire en ce qui concerne l'aviation et puis l'aviation commerciale aussi parce que forcément un pilote comme ça a des relations un peu partout, hein, militaire et commerce. Donc voilà, Grave et d'autres membres de son organisation travaillent sur les législateurs des responsables du Pentagone pour combler ce fossé. Ouais. Dans certains cas, Grave a présenté des témoins à des sénateurs de confiance qu'il a refusé de nommer et la prochaine étape consiste à organiser des réunions avec l'ARO. On a hâte de voir ça. Nous accompagnons les gens pour le faire parce que l'ARO néglige d'avoir les procédures appropriées pour que les gens le fassent eux-mêmes. Bah oui, ils font rien. Donc Google a déclaré que le Pentagone travaille toujours sur le portail plus facilement accessible au grand public. Alors il compte faire un portail, une sorte de portail de signalement un peu à la JPAN. Je crois qu'il existe un portail comme ça de l'Amérique du Sud, il me semble, oui, il me semble. Hein. Et il y avait eu de toute façon à une certaine époque, pareil, bon, dans les années 90, c'était pas pareil à l'époque de la SOBEPS, mais il y avait en fait une coordination entre les militaires et le civil, et d'ailleurs c'était cité en exemple dans la relation entre le domaine militaire et puis des enquêteurs concernant les phénomènes aériens non conventionnels, des enquêteurs privés. Donc ça a été cité en exemple le travail en fait en corrélation et puis en groupe, voilà, pour pouvoir en fait recueillir un maximum de témoignages. Donc là, c'est un site, hein, c'est un site internet, donc les gens vont pouvoir témoigner sans passer obligatoirement par la FAA qui semble véritablement très sensible sur la question. Une fois établi, nous publierons des conseils sur la façon d'accéder aux mécanismes sécurisés de signalement autorisé. Le retard cependant laisse place à la confusion et signifie que l'armée pourrait passer à côté d'informations importantes de la variété non extraterrestre, a déclaré Stephen Aftergood, spécialiste du secret de la Fédération scientifique américaine. Il y a des questions sérieuses qui restent non résolues en raison des revendications sensationnelles et absurdes, a déclaré Aftergood. La première est de savoir si l'espace aérien américain est pénétré par les avions étrangers, ce qui est entièrement normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je parlais d'intrusion avec des frontières, dans les frontières, à l'intérieur des frontières. Comme des ballons chinois, qui ont fait la une des journaux, c'est vrai, on se rappelle des affaires des ballons chinois. Si et quand ça se produit, le gouvernement et l'armée doivent savoir instantanément
pas des jours ou des semaines plus tard, a-t-il déclaré. Toute réticence des pilotes militaires à signaler des observations ou des autorités à recevoir de tels rapports serait un manquement de devoir. Bah oui, si des militaires ou même des pilotes civils ne témoignent pas, c'est un manquement de devoir, parce que on a quand même, et même je pense qu'en tant que citoyen, on a un devoir de dire, voilà, j'ai vu un phénomène, ou j'ai vu un avion, et cet avion n'avait pas le drapeau de notre pays. Voilà, ça aurait pu être un drapeau chinois. Bon, on doit aussi avoir un devoir, mais en plus les militaires ont l'obligation d'avoir ce devoir, donc de signaler. Il n'est pas clair que de nouvelles procédures soient nécessaires. Les gens n'ont qu'à faire leur travail, ça c'est clair. Pendant ce temps, ces questions sont devenues confinées dans le domaine public avec des folies sur les engins spatiaux. Bon, là, c'est vrai que ça part. Bon après, l'article part un petit peu. En vrille, mais bon, le Pentagone est une branche utile, belliciste et irresponsable pour Burchett, quand même, hein, il est carrément. Burchett a du congrès là qu'on a vu au congrès directement critiqué en fait irresponsable du gouvernement qui a été malhonnête à propos des ovnis. Il ne voit pas l'intérêt de parler avec un Haru, de recommander à un membre de service de le faire. Donc lui, Burchett, il a pas confiance du tout dans la Haru. Voilà, c'est clair. Il n'a pas du tout confiance dans le Pentagone. Tout ce qu'on peut voir, c'est que le Pentagone ne fait pas grand-chose. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de faire si peu en fin de compte et de mettre aussi peu de moyens et de mettre autant de temps à faire un site. Je suis étonné parce que normalement ils ont beaucoup de moyens, me semble-t-il. Donc voilà. Donc voilà, alors donc le ministère de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la façon dont les pilotes ont été traités lorsqu'ils ont fait des rapports. Pour sa part, la Haro suit plus de 650 cas quand même d'observation, déclare le directeur de la Haro, Kirkpatrick, au législateur en avril. C'est au 27 avril, le bureau avait interrogé par près de deux douzaines de témoins, a déclaré Google à l'époque. Haro se réjouit de l'opportunité de parler à tout employé entrepreneur, ancien actuel, du gouvernement qui pense avoir des informations pertinentes pour l'examen historique mandaté par le Congrès. Bon, alors apparemment ces mots sont vides de sens pour l'article, hein, pour des gens comme Von Voorhis, le pilote professionnel qui a déclaré avoir vu la première fois un objet étrange et non identifiable il y a à peu près 2 décennies alors qu'il volait du Japon à Hawaï. À l'époque, lui et d'autres témoins de l'événement ont convenu de ne pas le signaler car ils craignaient pour leur carrière. Alors c'est ce qu'on connaît au niveau de la VFA, mais c'est ce qu'on connaît aussi au niveau de toutes les entreprises aériennes. Air France, c'était pareil. Rappelez-vous du cas de Jean-Charles Dubuc, le cas Vol F94. Il le dit très bien, il n'en parle à la retraite, mais il le dit très bien que s'il n'a pas témoigné, c'est qu'il avait peur de ne plus être pilote après. Tout simplement qu'Air France l'aurait complètement. Quoi, tu as signalé ça là? Non, du tout. Donc voilà. Donc ça décrédibilise le pilote, que ce soit de toute façon civil et militaire. Donc Van Voorhis a déclaré qu'il conseillait aux autres pilotes de signaler les observations à des groupes extérieurs. Là, lui aussi, il n'a pas du tout confiance en Pentagone qui collecte les données sur les pans. Donc en particulier le National Aviation Reporting Center. Donc je vous en ai parlé, c'est le NARCAP. Le fameux NARCAP, qui est une organisation à but non lucratif axée sur les rencontres liées à de la sécurité aérienne avec les PAN, et le Mutual UFO Network, donc le MUFON, la plus grosse organisation, dont d'ailleurs je fais partie, une antenne de l'antenne en France à tous ses débuts. Un autre organisme à but non lucratif composé de volontaires civils qui étudient et signalent forcément des observations d'OVNI. Voilà, son objectif, a déclaré Van Voorhis, est de s'assurer que les personnes qui travaillent avec moi savent qu'elles ne sont pas folles de voir ce genre de choses et qu'elles ne seront pas traitées comme telles. Voilà, alors là c'est vraiment, c'est un bon article, hein, quand même, c'est un bon article, il y a des bonnes réponses, mais on voit quand même cette méfiance. On voit quand même cette méfiance vis-à-vis du Pentagone. On voit cette méfiance par rapport au gouvernement. C'est quand même assez hallucinant quand même. On arrive à ce stade de méfiance, de défiance vis-à-vis de l'autorité. Et puis on voit d'un autre côté l'autorité qui fait pas grand-chose en fin de compte, qui met un temps à faire une plateforme, mettre un temps à faire une outline. Enfin, je veux dire, c'est le Pentagone, ils ont largement les moyens de faire ça. Voilà donc pour
pour mon avis sur la question. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi la chaîne. Je voulais vous remercier encore une fois de venir là sur cette chaîne parce que je vois que il y a de plus en plus d'abonnés, donc je suis absolument ravi. Sachez que je ne cherche pas des centaines de milliers d'abonnés, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est la transmission, comme je l'ai dit récemment, c'est la transmission d'informations saines sur la question dans une relation saine entre société et ufologie, en y mêlant un petit peu l'information, la science, etc., et sous le couvert de pragmatisme, hors du cadre dogmatique et irrationnel. Voilà, donc merci à tous encore une fois. Je vous dis à ciao, bye.